Bonjour, c'est dimanche, alors bon dimanche. Ça fait plus de 30 ans que j'ai toujours avec moi un Dante, un beau Dante, acheté en Italie évidemment. Un Dante complet. À quoi ça sert, vous me direz, quand c'est une langue, bon, l'italien courant on déchiffre, mais l'italien du XIVe siècle, certainement pas. Il y en a tellement qui se sont mis là comme dans du vertige. Mais c'est le principe. Dante suit Virgile qui l'emmène dans les enfers. Puis ensuite, il y a le purgatoire et puis le paradis que personne ne lit. Alors tellement il y a eu de traductions. Moi, celle que je préfère, c'est Jacqueline Risset. C'est grâce à cette traduction-là, tout simplement parce que c'était la première que j'ai lue dans les années 80. Puis que c'est une langue moderne, vive, dure, éclairée, qui vous aidait à comprendre Dante. Mais il y en a tellement, vous savez, dans le Kenneth Goldsmith que j'ai traduit, Uncreative Writing, l'écriture sans écriture. Vous l'avez, vous ne me lâchez pas sur ce coup-là. Kenny parle de cette anglaise qui, dans la British Library, avait recensé toutes les traductions du premier verset du Inferno de Dante. Au milieu du chemin de ma vie, je me perdis par une forêt obscure. Eh bien, il y en a plus de 50. Et donc, l'ensemble que constituent les traductions de ces versets, du premier tercet de l'Inferno de Dante, constitue à lui-même un livre. Et un livre qui nous emporte dans la perspective, dans le modèle mental qu'on reconstitue, dans la même globalité que le voyage entier de Dante derrière Virgile. Vous savez que cette figure, elle est récurrente, obsessive dans toute la littérature. Même dans Rabelais, quand le narrateur s'en va dans le corps du géant ou suit Panurge, il y a des allusions à Dante. Je crois que la plus haute, c'est La mort de Virgile de Hermann Brohr. Cette méditation juste sur cette dernière journée du poète avec l'écroulement, la catastrophe du monde avec Pompéi. J'en ai parlé de ce livre tellement exceptionnel. Vous voyez, c'est des résurgences où, évidemment, Brohr ne parle que de Virgile, mais dans ce cas-là, c'est presque lui, en tant qu'écrivain, qui devient le nouveau Dante. Sauf que la catastrophe ne se traverse pas, elle ne mène pas à sa solution. Dans Marcel Proust, même dès le début, quand on s'en va à Combray, on prend le train gare Saint-Lazare et on s'enfuit par la gare Saint-Lazare. Eh bien, c'est une espèce de décalque formel totalement repéré de ce chemin par lequel Dante s'en va dans sa forêt obscure. Tout ça pour en arriver à quoi? À un livre que j'avais pas encore lu, parce que la présentation est totalement idiote. Mais l'auteur, Monique Wittig, m'importe. Bon, évidemment, j'avais lu autrefois l'Opoponax, mais c'est Les Guerrières dont j'avais parlé. Un livre d'un lyrisme, d'une sauvagerie belle, de cet éclatement de corps, mais dans cette logique de société qui les concatène et où il faut pousser, secouer la société pour que le corps réémerge. Et ce livre-là, je viens de le relire avant-hier, et j'avais pas lu Virgile, nom de Monique Wittig. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Alors si vous voulez, juste on va reprendre quelques petits morceaux ensemble. Le début. C'est des fragments qui sont numérotés. Ça va jusqu'à 33, 38... 39, 42, je ne sais pas si ça correspond à la découpe de Inferno de Dante. Les airs sont dépourvus de toute ornementation. Le sable passe en lames fines et dures sur les surfaces battues. Celle qui se dit mon guide, Manastabal, marche en avant de moi. Encore heureux qu'on n'ait pas apporté des tuniques pour entreprendre ce voyage tout ensemble classique et profane, car elle serait en un instant arrachée par le vent.
Au lieu de ça, la tenue et la démarche de Manastabal, mon guide, ont quelque chose de familier. Sa chemise gonflée lui claque autour du torse et des bras. Le vent plaque ses cheveux contre son crâne, dont la forme est invisible. Elle a les mains dans les poches de son jean et marche comme dans un film muet. J'ai beau voir, quand elle se tourne vers moi, qu'elle émet un sifflement avec ses lèvres. Je ne peux pas l'entendre. La bandoulière du fusil presse sur la base de mon cou et dans le creux de mes omoplates. Il ne m'est pas permis de savoir, par le cours de la marche, si on suit une direction définie. L'espace est si plat qu'il donne à voir la circularité de la planète à l'horizon. On semble donc marcher exactement au milieu de la Terre. Ensuite, en effet, le chemin qu'il faut prendre pour aller en enfer, puisque c'est là que, selon elle, Manastabal, mon guide, me conduit. Comme le vent persiste et s'accélère, on marche au ralenti en s'appuyant de tous les muscles contre le volume de l'air. Trop heureux de n'avoir pas les membres arrachés, j'ouvre la bouche pour demander si c'est encore loin, là où l'on va. La rafale s'y engloutit, empêchant tout son de passer. Enfin, je parviens, en forçant l'allure, à rattraper Manastabal, mon guide, et à poser un bras sur ses épaules. On s'arrête alors et se regarde face à face. On a des traits distordus par la pression de l'air, et ce n'est pas un sourire que forment les lèvres écartées des gencives. Qu'attend-elle ? Va-t-elle me prendre sur ses épaules pour me faire le passage ? Mais le passage de quoi ? Il n'y a pas de fleuve ici, il n'y a pas de mer. Entre parenthèses, il n'y a rien où on va, Wittig, du moins rien que tu ne connaisses déjà. On va bien dans un autre monde comme tu crois, mais le soleil l'éclaire, tout comme celui d'où on vient, etc. Alors déjà, il y a plein d'éléments, et ça vous bat la figure, c'est-à-dire, il y a Virgile, non. Ben justement, Virgile, non. Son guide s'appelle Manastabal. Manastabal, c'est curieux, pour moi-même, cette étymologie du Manasta, je l'ai retrouvée déjà sur ma route. Manastabal, ça peut être un prénom attesté dans l'histoire des rois de Numidie. Mais un roi masculin. Or là, elle passe au féminin, une guide. Et d'accord, on s'en va. Et puis c'est là où tout de suite, la présentation du livre commence à déconner complètement. Imaginez l'espace d'un film de Cocteau quand les personnages remontent le temps et se déplacent au ralenti à cause de la force du vent. Ben non, pourquoi aller nous mettre Cocteau là-dedans ? Père son âme. Non, ce qui est fondamental, c'est qu'on a une surface à la Beckett, un monde plat, stérile, hostile. On a juste ce corps devant nous qui, par définition, par le titre, devient celui qui vous guide. La question de l'enfer est posée. Mais c'est quoi l'enfer ? C'est juste ce corps qui se retourne, ce face-à-face des visages. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, tout du long, il y aura ce jeu que j'ai jamais vu dans un autre livre. Les dialogues sont entre parenthèses. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est dans cette relation de la narratrice à son guide, les paroles sont comme des images. Et ces images, à vous, c'est comme un soubassement où vous entendez la bande-son. Alors évidemment, la question filmique est partout là-dedans. Le statut même de l'image, dès lors qu'on pose un paysage abstrait. Mais l'apostrophe, quand la guide, apostrophe la narratrice, elle l'appelle par son nom de famille, Wittig, W-I-T-I-G. Alors Dante aussi, mais Dante Alighieri, c'est un prénom, donc c'est une espèce de violence qui est là, c'est-à-dire vous n'êtes plus que votre patronyme. Et puis, ce truc de le mettre entre parenthèses, et qu'est-ce qu'elle dit dans la parenthèse, la guide ? Elle dit, non, c'est pas l'enfer. Mais ça, c'est le truc de Dante aussi. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans les 9 cercles de l'enfer de Dante ? On retrouve toute la société qu'ils ont quittée, avec tous ces travers, ces perversions, ces violences, ces crimes, puis évidemment, ces châtiments proportionnés à ce qui a été fait. Il y a cette espèce de grand rire sardonique aussi. Mais là, tout ce qu'on dit, c'est que c'est pas l'enfer qu'on traverse. C'est que cette traversée abstraite derrière le guide et qui s'en va vers l'extrême, le mot extrême sera là, bien c'est simplement le monde ordinaire qui est cet extrême. Simplement, il n'est plus lui-même que cette abstraction. Alors,
abstraction, non, parce que il y a des scènes permanentes, alors ces scènes avec des femmes, par exemple. Alors évidemment, est-ce que nous, on les a, ces scènes d'Auschwitz, ces gens qui descendent des trains avec les fusils, avec les chiens, avec l'assassinat de sang-froid. Bon, ben, elles, 12, on leur fait endosser un uniforme qui les fait repérer immédiatement dans une foule comme celles à abattre. Un numéro matricule n'est pas nécessaire, car dès que pieds surélevés, jambes et cuisses nues, de même que robes et sacs à main sont vus, l'ensemble désigne du gibier. Et c'est vrai qu'il se fait contre elle des chasses à la comte Zaroff qui durent toute la nuit. Je me tiens à l'une d'elles avec Manastabal, mon guide, dans le parc de la Porte Dorée, où on est de garde. Elle avec son rayon laser, tel l'ange à la sortie du paradis, et moi avec une mitraillette. Au moindre claquement caractéristique de leurs pieds surélevés, on court de côté et d'autre. Parfois on en voit passer une au bout d'une rue et de l'autre côté du parc, s'arrêtant pour regarder derrière elle, son sac à main sur la bouche, claudicante, car on est loin du staccato pressé du début de la nuit. Quelquefois on entend un cri étouffé. On n'arrive pas à identifier le lieu de sa provenance. On en trouve endormi, accroché aux grilles du parc. L'une d'elles qu'on essaye d'entraîner à l'abri crie « Salope, fichez-moi la paix. Ce que je veux, c'est être payé à la fin de la nuit. » On a beau lui expliquer qu'on n'est pas dans un film porno, mais en direct, elle dit « Vous autres, du fléau lesbien, vous exagérez tout, c'est bien connu. » Je me plains amèrement à Manastabal, mon guide, en ces termes. On est en pleine séance de lynchage, une chasse à l'homme caractérisée, mais il est exagéré de le dire. Et là, il y a aussi justement tout ce versant, c'est-à-dire le livre est identifié, Monique Wittig, comme surgissement de cette écriture de femme, et puis elle, vous autres du fléau lesbien, c'est-à-dire ces gens qui prennent la parole assignent une accusation, évidemment, qui garde une pertinence dans les combats d'aujourd'hui, mais en même temps, pour moi, c'est peut-être l'instance où précisément c'est à nous de faire le coup de force pour se ressaisir de Monique Wittig. C'est-à-dire ces combats dans les genres, c'est pas seulement deux genres, c'est évidemment un combat qu'on assume à nous tous. Et dans ces dernières semaines, c'était partout, ces questions, c'est pas à l'aise, il y a tellement de petitesses, tellement d'abandon de pensée. On peut pas penser et garder distance, je veux bien, c'est pas je suis pas plus intelligent que les autres, même peut-être bien moins que ça. Mais en même temps, je pense que cette revendication, on la porte globalement. On la porte globalement, même si, précisément quand elle surgit, c'est peut-être sur nous, pauvres bons hommes aux cheveux blancs, qu'elle retombe. Mais pourtant, les positions de pouvoir, elles sont pas là. Alors, je sais que je vais m'attirer des choses en désaccord, là, mais je pense que quelque part, radicalement, c'est à nous de nous approprier Wittig, le nom que lui donne son guide, Manastabal, au nom même de ce combat contre ou dans l'exclusion qui fabrique son surgissement d'écriture. Mais ce surgissement, il nous concerne tous, directement. Alors, il y a cette violence, c'est ça aussi peut-être qui la sépare complètement de Dante. C'est-à-dire que tout du long, Dante, quand il suit Virgile, il est armé de quoi, le poète? Il est armé de sa poésie. Et Dante, il est spectateur, il parle, il voit au contact, il échange. Ben là, non, il y a cette guide qui, elle, est armée, peut-être même pas de paroles, peut-être juste de cette espèce de force vitale, de corps qui, en osmose, il y a du Edward Bond dans cette force nue du monde. Mais elle, qui se nomme Wittig dans le livre, elle est avec une mitraillette. C'est-à-dire, elle peut se défendre, attaquer, et dans cette cruauté, ça c'est un déplacement totalement essentiel, l'écriture, elle joue des armes, parce que le monde est armé et violent. Je reviens au livre, je prends le tout petit chapitre 3, c'est des petites séquences qui sont brèves, ça fait 2 pages. J'épaule mon fusil pour m'entraîner. Je ne vois pas de cible possible, sauf à prendre pour telle l'énorme rouleau de sable qui à l'horizon s'approche, poussant devant lui des entassements de branches sèches, roulées, elles aussi,
dans la forme d'énormes balles de laine. Outre que la cible est trop éloignée, elle se déplace également trop vite pour qu'il soit possible de prévoir une ligne de tir. C'est pourquoi je m'exerce au maniement rapide de l'arme, la saisissant d'une main, de l'autre relâchant le magasin à balles, le rechargeant, épaulant, pressant sur la gâchette, tirant au hasard dans la direction du nuage ocre, arrêtant brusquement de tirer de peur que le vent ne rabatte la balle sur ma figure. Un aigle des sables descend en tournant au-dessus de ma tête. Il ne semble pas empêché de voler par les tourbillons contradictoires du vent qui se heurte soi-même. Son vol est régulier, puissant comme il se doit pour un aigle. L'apparition de l'aigle est bienvenue, tant il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas vu âme qui vive. Manastabal, mon guide, ne revient pas. Pour regarder dans la direction d'où elle est partie, je détourne mes yeux de l'aigle, qui en profite pour fondre à la hauteur de ma figure, s'apprête à m'attaquer, comme il est tout près de moi maintenant. Il est trop tard pour épauler mon fusil et viser. Je me contente donc de tirer en l'air pour faire fuir l'aigle. Au lieu de ça, elle devient enragée, se précipite sur moi, aile déployée, serre tendue, bec ouvert, 10 ans. Vas-tu arrêter ce jeu imbécile avec ton fusil et tes balles, ou faut-il que je te laboure la figure de telle sorte qu'aucune de tes amantes ne puisse plus te reconnaître? Je voudrais lui poser des questions, mais à la place, je lui tape sur le corps de toutes mes forces avec la crosse de mon fusil. Le choc rend un son creux et métallique. L'aigle tombe à terre dans un bruit de ferraille. Ses ailes sont agitées de soubresauts mécaniques, tandis que la voix enrayée d'un automate répète au ralenti les mêmes phrases. Parenthèse, que tu le veuilles ou non, Wittig, l'esclavage à la voix enrouée. Ici, rire, n'essaye pas de péter plus haut que ton cul, misérable créature. Tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Fin de la parenthèse. La voix se bloque sur un couinement comme je donne à l'aigle des coups de pied répétés, que je crie, parenthèse, ferme ta gueule, vieux radoteur, pierre qui roule n'amasse pas mousse, le silence est d'or. Fin de la parenthèse. Le robot gît à mes pieds, disloqué, enfoncé dans le sol par sa chute et mes coups, déjà à moitié recouverts par les soulevés de sable en forme de lames de faux qui n'arrêtent pas de balayer la surface plate du désert. Et il y a 42 chapitres. Mais celui-là, c'en est un parmi les 42. Alors, il y a une autre connerie énorme dans cette carte de couve. Alors, puis après, vous voyez, tout ça, c'est répété. C'est-à-dire, si vous cherchez dans Internet tous les machins qui circulent sur ce bouquin, ou les Wikipédia et tout ça, vous retrouverez toujours, du coup, la même bêtise qui s'enchaîne. Alors, le lieu imaginé, cependant, n'a pas pour référence l'Antiquité, c'est gentil, on vous dit clairement que c'est le monde actuel, et les vieux murs, mais le San Francisco moderne. C'est un San Francisco rendu utopique par la projection systématique d'un nulle part qui est soit l'enfer, soit les limbes, soit le paradis. Alors, peut-être que c'est Wittig elle-même qui a rédigé cette carte de couve. C'était ou Jérôme Lindon, ou entre les deux, ou Jérôme, comme il aimait à faire, demandant une proposition à Wittig, jouant avec. Et puis, c'est bien de dire, alors, parce qu'avant, vous savez, il y avait projet de révolution à New York d'Alain Robbe-Grillet, il y avait Mobile de Butor, c'est-à-dire que le rêve américain, cette exagération de la ville, cette utopie de la ville, c'est ce qui permet d'éclater l'étriqué, la présence des nôtres, et donc d'ouvrir le fantastique en convoquant un imaginaire urbain. Simplement, moi, San Francisco, ça fait partie des villes où le hasard a fait que c'est peut-être celle où j'ai résidé le plus longtemps aux US, en 4 séjours. De temps en temps, on aperçoit la mer. Mais c'est tout. C'est-à-dire, pensez à Amer de Saint-John-Perse, cette ville en amphithéâtre sur la mer. Bon, pour Saint-John-Perse, c'est la ville méditerranéenne par excellence. Mais là, alors effectivement, de temps en temps, San Francisco est nommé. Il se peut très bien d'ailleurs que Wittig y soit allé et qu'elle ait rédigé une partie de son texte à San Francisco. Je n'ai même pas été vérifié. Mais en tout cas, c'est pas le jeu, parce que quand on voit San Francisco, de quoi ça a l'air? Vous savez, ce truc fantastique qui pose la question justement de l'imaginaire au présent, mais justement de cet imaginaire technologique, là, comme cet aigle, là, le Burning Man tous les ans, plein désert.
C'est-à-dire ces figures qui sont tellement remplies de poussière aussi, on s'assemble et ça se défait dans le feu, ça se défait une espèce de jeu sacrificiel, mais tout rempli de gadgets et tout ça. Donc quelque part, le San Francisco de Wittig, c'est presque plutôt une anticipation du Burning Man que cette ville de San Francisco, vous savez, qui ne demande pas aux sans-abri de faire la preuve de leur identité. Et puis il y en a des milliers là, à même le sol. 28. On marche en plein après-midi dans les avenues de la ville. Par endroits, entre les blocs des hauts buildings, la mer cérulée apparaît. D'autres personnes semblent converger vers le même point que celui choisi par Manastabal, mon guide, mais j'ignore ce qu'il en est jusqu'à ce qu'elles disent, parenthèse, apprête-toi, Wittig, pour cette présente revue, dont la première n'a été que le prélude. Fin de parenthèse. Les muscles de mon abdomen se durcissent à son annonce, mon plexus se noue. Je remarque que la plupart des individus qu'on dépasse s'enveloppent dans un voile de tête dont un pan est remonté vers le visage. D'autres ont des manteaux dont ils rabattent le capuchon sur la figure. Quand on arrive à la mairie, la foule encapuchonnée est maintenant compacte. Manastabal, mon guide et moi, étant les seules personnes à visage découvert. Tout comme on a souvent dans les rêves aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de banderole. Des fois, banderole est écrit avec 2 L, d'autres fois un seul. C'est bizarre chez Minuit, avec les corrections, on ne sait pas pourquoi ils nous déstabilisent comme ça. Pas de girandole, pas de guirlande de fleurs. L'attente est de courte durée, comme si le défilé n'avait obtenu qu'une très courte période de temps de la police. Les tambours et les grosses caisses battent, on voit arriver, soutenez-moi mes sœurs, ce qu'on ne voit jamais physiquement, quoi qu'on en ait la connaissance abstraite, des âmes damnées dont les pieds ont été découpés et qui maintenant sont bandés comme des bouts de pieux, tout ronds, marchent les premières, car il faut bien qu'elles règlent la vitesse de l'avance générale. À d'autres, ce sont les tendons d'Achille qu'on a sectionnés, on les voit se traîner à ras de sol, celles qui suivent derrière ont sûrement les pieds intacts comme elles semblent pouvoir marcher, mais jusqu'à 6 de leurs doigts ont été amputés à leurs mains, non pas les pouces ou les index évidemment, parce que cela gênerait leur rendement. Un autre bout de ville, dans l'impasse qui mène au palais où se tient la foire d'Empoigne, déjà il y a une pauvre âme damnée que des adversaires se disputent. Je les menace avec le rayon laser que Manastabal, mon guide, m'a donné, et ils se sauvent en abandonnant leur proie sur le pavé, étourdis, incapables de se supporter, mais intacts. La même scène se répète dès qu'on passe le seuil de la salle où se tient la foire d'Empoigne, se multiplie au fur et à mesure qu'un haut-parleur annonce des noms, dans un chaos et une confusion extrême, car la première empoigne n'est pas terminée que la deuxième commence, et ainsi de suite. Les adversaires se mettent à 2, à 3, et quelquefois même à 4 pour empoigner. La foire est bien nommée, une âme damnée, bien inférieure en nombre puisqu'elle est toute seule, et s'ils se contentaient d'empoigner, ce ne serait que moindre mal. Mais ils tirent, à qui mieux, chacun de leur côté, qui des membres, qui des quartiers de corps, des sons inhumains que les gorges ne peuvent pas contenir et qui sont causés par l'écrasement des plexus se font entendre, glacent le sang dans mes veines, je me précipite, usant du rayon laser que Manastabal, mon guide, m'a donné à grande vitesse, précision et répétition, en leur criant « Mais que ne leur achèverez-vous la tête d'entrée de jeu que veulent... » Ah, ainsi de suite. C'est juste ça, moi, qui me tracasse. Vous savez, j'avais fait, il y a quelques mois, une incursion dans les jardins statuaires de Jacques Abeille. Livre magnifique, mais qui, quand il est paru en 82, 84, c'était dans la collection Texte de Flammarion, celle dirigée par Bernard Noël. Donc c'était vraiment dans le champ le plus tendu, le plus isolé du contemporain. Et puis ensuite, le livre disparaît. Et puis c'est une petite boîte de science-fiction qui l'a ressuscité il y a 10 ans. Et puis c'est devenu un livre culte, mais pareil, reparti dans l'absence. Et puis maintenant, il se retrouve en poche et on le lit comme un livre fantastique. Et les jardins statuaires de Jacques Abeille sont un livre qui nous, comme son Veilleur, son 2e livre, nous enseigne sur les forces souterraines du monde d'aujourd'hui. C'est un travail de l'imaginaire, mais simplement cet imaginaire, il doit sauter dans la violence, il doit sauter dans l'abstrait. Il y en a un autre, c'est Damasio. Alors Damasio, on n'est pas dans cette même tension d'écriture, mais dans Damasio, il y a aussi tout le temps cette nappe souterraine d'une poétique urbaine, qui est aussi une poétique abstraite, qui est aussi une poétique picturale, un travail de l'image dans l'intérieur, dans le flux du texte. Et on est dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, si
peut-être à chaque fois vous verrez dans ce livre, dans les librairies, mais bon, je crois qu'il faut le commander, quoi. C'est paru quand pauvre Wittig, elle est morte, elle est au Père-Lachaise, qui est paru en 1985. Moi, c'était mon deuxième livre, 1985, limite, chez mon même éditeur. Elle croyait que je l'aurais lu, pourtant, peut-être que j'ai croisé dans l'escalier, peut-être qu'on s'est dit bonjour gentiment, mais non. C'est bien après que j'ai découvert ce qui se jouait là, chez Monique Wittig. Et Virgile, virgule, non, eh ben, il y a 2 jours qu'il est là, chez moi, sur la table, qu'il a rejoint les guerrières. Mais c'est toutes ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut abandonner pour faire qu'un livre reprenne sa place? Une place totalement centrale. Qu'est-ce qu'il faut rejeter des assignations toutes faites? Qu'est-ce qu'il faut réouvrir aussi de ces champs où, il y a 30 ans, quand ce livre s'écrit, ces questions de violence qui sont décrites, elles peuvent venir que de très loin. Ces violences-là, on en a eu la preuve encore samedi soir, elles sont là maintenant, chez nous. Et la figure de Dante, cette figure de la responsabilité qu'on a pour écrire, de se lester du passé. Ouais, mais là, le passé, ça marche plus. Virgile, non. Il y avait des femmes qui écrivaient. Ben non, c'est à nous de les inventer, de les fabriquer. Donc tu prends le nom, Manastabal, et tu dis que c'est un elle. Et la traversée de Dante, elle fabrique son Virgile de corps, son Virgile abstrait. Mais il faut inventer son histoire au passé. Et précisément parce qu'il y a ce geste, là, il nous reconcerne tous. Parce qu'on est confortable dans notre héritage. Les Virgiles et les Dante, les Proust et les Brort qui marchent devant nous. Il y a un autre pays. Et ce pays, le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'on le laisse de côté? Tient qu'à nous de faire le contraire. Alors, je crois qu'il faudrait envoyer des petites lettres à Irène Lindon et lui dire que Wittig, c'est tellement essentiel, tellement beau qu'il faut absolument ressortir ce livre avec une autre 4 de couve, quoi. Ça marche pas. Il y a des anges en chair et en os, il y a des monstres, il y a l'Achéron, il y a les horreurs de l'enfer. Bah ouais, non, il y a juste nous aujourd'hui, et les corps, et les voix, et la profération, et le chant. Et que ce chant, j'ai ouvert au hasard, on est sur le 32, c'est encore là, un truc avec les anges. J'aperçois avec eux Apollyon et Abaddon, les anges de l'abîme. J'aperçois en outre Zadkiel, Uriel, Michael, Chamuel, Raphaël, Jophiel, Abdiel. Les transfuges de l'enfer et les habitantes des limbes foutent entendre leur voix dans les chorales et répondent tout à loisir au récitatif qui leur est adressé. Les instruments de musique sont modernes. Ce sont des percussions, des trompettes, des saxophones. Les voix parfois longtemps tenues passent des stridences les plus aiguës aux vocalises les plus basses. Elles roulent sourdement ou planent comme le plein chant. À personne n'est dénié l'entrée de la cité céleste. C'est pourquoi l'allégresse tonne dans les champs. Monique Wittig. Virgile, virgule, non. Responsabilité collective. Dire que M. Jacabeille, M. Damasio, les livres de Volodine aussi, qui commencent à Présence du futur, qui sont hébergés chez Minuit, qui migrent ensuite chez Gallimard, puis au Seuil. Qu'est-ce que c'est Volodine? Ou Lutz Bassmann, Manuela Dreger et les autres? Si c'est pas précisément aussi cet imaginaire, là, juste, dans nos mains, parce que c'est de nous qu'il s'agit. Wittig, elle est plus là pour le faire. C'est à nous de le faire. Moi, je suis sacrément fier d'avoir lu Virgile, virgule, non. À dimanche prochain.